Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories. Comme je me plais à le répéter, l'important quand on conçoit un événement, c'est l'expérience offerte à son participant. Qu'est-ce qu'il va vivre à l'occasion de cet événement? Qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce qu'il va écouter? Et encore mieux, qu'est-ce qu'il va faire? Benjamin Franklin a dit « Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends ». Et c'est tout le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Pourquoi et comment le jeu va être un outil formidable pour ancrer les messages chez nos participants. Et pour en parler, j'ai invité une experte en jeu qui a créé l'agence Bijouer, qui est une agence de conception de solutions ludiques. Et j'ai le plaisir d'accueillir Coralie Fragnat. Bonjour Coralie. Bonjour Agathe. Alors comme je disais, tu es la fondatrice de Bijouer, donc une agence de création, de conception et de solutions ludiques. C'est ça? C'est exactement. Voilà. Alors comme ça, on peut se dire que c'est un peu étonnant comme idée, comme concept. Donc j'aimerais savoir, dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené justement à cette idée et à proposer ce service aux entreprises? Alors je suis même la cofondatrice de Bijoux. On dit même parfois Bijoux, mais on laisse les gens dire comme ils veulent. On interprète. Avec mon associé Isa Terrier, on a monté Bijoux il y a 7 ans. Et comment c'est venu? On a 2 parcours très différents. Moi, j'ai fait une école de commerce. Après, j'ai commencé dans une agence de communication. J'étais chef de projet digital. Et puis, très vite, j'ai manqué de sens dans mon travail. Notamment, une fois, je me suis retrouvée sur un tournage pour une marque de tampons et j'ai vu ma cliente passer du vernis sur ce tampon et je me suis dit, c'est vraiment ça mon job, je vais faire autre chose. J'ai ensuite travaillé dans une agence qui était plus sur le développement durable, où là, je montais des projets entre des médias, des startups, des grands groupes sur des enjeux de société. Donc là, vraiment, c'était le début de la RSE. Je crois qu'on ne parlait pas encore de RSE, on parlait de développement durable. Donc c'était l'économie sociale et solidaire, la finance solidaire, etc. Donc vraiment les sujets de fond. Et puis, donc, j'ai fait ça 5 ans. Et au bout de ces 5 ans, je fête mon anniversaire et je retrouve mon amie d'enfance Isa, qui, elle, a un parcours plus de médiation culturelle, qui ensuite avait monté un bar, donc un lieu à Paris dans lequel elle faisait plein d'événements. D'accord. Et on se retrouve et elle me dit je suis en train de créer un business plan. J'ai dit ah bon, c'est quoi ton sujet? Elle me dit c'est le jeu. Et je lui dis ah, j'ai toujours voulu créer un jeu. Et la discussion va pas beaucoup plus loin que ça parce que c'est mon anniversaire. Et elle me convoque 2 semaines plus tard. Elle raconte qu'elle est rentrée chez elle en disant « Je crois que j'ai trouvé ma future associée ». Donc elle me convoque, elle me parle de son projet qui était, elle, plutôt un média qui parlerait de jeux et de société. D'accord. Convaincue que le jeu était présent un peu partout, dans la science, dans la médecine, etc. Et moi, qui avais pas mal travaillé avec les médias, je lui disais que pour trouver un business model pérenne, peut-être que rajouter un produit jeu avec aurait du sens. Et donc, avec l'idée d'un produit jeu et du média, on s'est lancé comme ça. D'accord. Et puis, on a commencé à faire 2 choses. On a commencé finalement à rédiger pas mal d'articles sur jeux et société. On a rencontré pas mal de monde et c'est un peu comme ça qu'on a trouvé nos premiers clients. Au début, on a fait beaucoup d'événementiels dans des lieux parisiens, le hasard ludique, Petit Bain, etc. Et puis petit à petit, on a travaillé pour des entreprises de plus en plus grosses et de fait sur des sujets de société, puisque moi, c'était un peu mon truc, quoi. Donc très vite, on a été sur des sujets de développement durable. D'accord. Donc votre concept, c'est qu'effectivement, vous développez des jeux sur mesure pour les entreprises, pour justement aider à l'intégration des messages et à la sensibilisation à des sujets internes à l'entreprise ou plus globalement des sujets de société. On va citer plein d'exemples pendant cet épisode, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on se concentre sur un exemple spécifique pour que tout le monde comprenne bien comment justement le mécanisme du jeu va pouvoir porter des messages. Et ce jeu, donc, qui est le seul jeu packagé que vous avez, qui s'appelle les 1000 pas. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce jeu des 1000 pas et comment ça fonctionne? Alors, les 1000 pas, c'est un jeu qu'on a créé avec 700 témoignages de femmes. D'accord. Qui permet d'expliquer les difficultés que rencontrent les femmes pendant leur carrière professionnelle. Okay. Donc, on a lancé un questionnaire, on a demandé à ces femmes quels freins elles ont pu rencontrer pendant leur carrière, quels accélérateurs aussi, et puis si elles étaient présidentes de la République, ce qu'elles mettraient en place. Et une fois qu'on a collecté toutes ces données, donc c'était tout ça compilé dans un fichier Excel très intense, plein de témoignages, on en a fait ce jeu. Pourquoi les 1000 pas? Parce que, petit clin d'œil aux 1000 bornes, parce que la mécanique reprend un peu la mécanique du 1000 bornes. Pourquoi? Parce qu'on a voulu montrer les freins
et les difficultés que rencontrent les femmes. Et en fait, tous les gens qui ont joué au Milborn se souviennent des crevaisons, des feux rouges, surtout des feux rouges, etc. Et surtout de galérer et d'attendre et de passer plusieurs tours de jeu sans pouvoir avancer. Et nous, c'est vraiment ce qu'on voulait montrer, quoi, que parfois, on est freiné pour multiples raisons. D'accord. Donc, on a fait ce jeu avec ces témoignages, etc., qui, aujourd'hui, peut être acheté en ligne et on anime avec des ateliers. D'accord. Et donc, du coup, comment vous avez intégré ces témoignages dans le jeu, vraiment ? Eh bien, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait vraiment prendre en main ce sujet. Donc, comme tu le disais, on fait du sur-mesure, donc on répond à des demandes. Mais là, c'était notre propre commande. On n'a pas attendu qu'une entreprise nous demande ce jeu. Par contre, quelle légitimité on a, nous, sur le sujet ? Pas trop. On est légitime, nous, pour créer des jeux, mais pas sur le fond. Donc, en recueillant les témoignages, c'est pas notre voix, c'est la voix des femmes. On porte la voix des femmes. Donc, chaque carte, le système, c'est... Vous avez 1000 pas à faire. Ça représente une carrière. Et puis, il va y avoir effectivement un certain nombre de feux rouges qui représentent des freins, qui sont classés par catégorie. Donc, ça peut être argent, estime de soi, équilibre vie pro, vie perso. Et sur chaque carte feu rouge, il y a un témoignage de femme. D'accord. Et qu'on a été, nous, appuyés après par des données chiffrées. Donc, quelles que soient les réactions, parce que parfois, il y a des réactions face à ce jeu et à ce sujet, c'est non négociable et non discutable. Ce sont des témoignages qui nous ont été rapportés et c'est appuyé par des vraies données. D'accord. C'est, par exemple, j'ai été enceinte et du coup, voilà ce qui s'est passé. Je n'ai pas pu reprendre ma carrière comme avant, où c'est je suis dans un entretien d'embauche et deux recruteurs disent devant moi, elle vient de se marier, elle va bientôt nous faire un gosse. Enfin, tout un tas de choses un peu... De beaux témoignages, voilà. De compréhension. Donc c'est assez marquant, quoi. Donc on fait jouer hommes et femmes. C'est un jeu qui se joue en mixité, ça c'est important de le rappeler, parce que parfois les hommes disent je ne suis pas concerné. Si. Tout le monde incarne une femme et puis vous partez dans votre carrière et vous allez vivre un certain nombre de situations. Et voilà, ça fait réfléchir. Est-ce que ça fait réfléchir ces messieurs quand ils sont coincés et qu'ils ne peuvent pas jouer plusieurs tours ? Oui, alors il se passe, il y a un phénomène intéressant. Quand ce sont des femmes qui jouent, il y a beaucoup de partage d'expériences et même ce que j'aime bien observer quand je vois des parties de 1000 pas, c'est que les joueurs et joueuses posent leurs cartes et puis discutent. Et puis disent moi j'ai vécu ça, etc. Donc c'est vraiment une excuse aussi pour discuter plus que le côté je vais gagner, je serai le premier ou la première à gagner, etc. C'est d'abord pour participer. Et quand on joue en mixité aussi, c'est intéressant parce que je pense que ça permet de prendre conscience de certaines choses. C'est ça un peu aussi l'intérêt du jeu, c'est-à-dire qu'on se met à la place d'une personne et on expérimente au final vraiment. Et puis je pense qu'il y a un côté aussi un peu libérateur de la parole pour les femmes qui, à l'occasion de cet échange, peuvent partager quelque part un peu ce qu'elles ont pu vivre. Qu'est-ce que, justement, comment ça se passe dans une entreprise quand vous proposez ce jeu-là au niveau des personnes et des participants? Qu'est-ce que vous avez eu comme retour suite à ce genre d'atelier? Alors, on a souvent des retours positifs. Enfin, on n'a même eu que des retours positifs. En général, c'est vrai que quand j'en parle comme ça peut être un peu fictif, mais dès que les gens jouent, ils ont envie de faire jouer leurs collègues, leur famille, etc. Donc, à partir du moment où le jeu rentre dans une entreprise, en général, il est assez bien diffusé. Donc, on commence souvent par faire jouer les RH, les gens de la com, ou alors les réseaux féminins d'entreprise. Et en fait, c'est une expérience marquante. C'est pas non plus traumatisant, mais c'est marquant parce que on s'en souvient et donc ça donne envie aux gens après de le déployer en entreprise. Jamais eu de réfractaires, Souvent, on me pose cette question, mais comment ça se passe ? Comme si le sujet était très délicat et touchy, etc. Non, il y a quand même de... Et ça vient aussi potentiellement, j'imagine, accompagner une prise de position de l'entreprise ou parfois peut-être déboucher sur des ateliers d'échange sur le sujet. Exactement, ouais. Alors, en fait, nous, on a calibré un atelier de 2 heures avec ce jeu, avec toute une partie icebreaker, classique. Ensuite, on explique les règles du jeu, les groupes jouent et ensuite, on fait une petite phase d'idéation. D'accord.
La question classique, c'est et qu'est-ce qu'on peut faire chez nous? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, nous, dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans le groupe, dans l'équipe, etc. Et là, puisque les participants ont vu tout un tas de situations problématiques, ils ont vu aussi plein de solutions, puisque il n'y a pas que les feux rouges, mais il y a aussi des feux verts avec des solutions. Que déjà dans le jeu, on a impulsé, on a des cartes idées à inventer, ou pour se débloquer, il faut aller créer soi-même une idée. Donc on accompagne déjà vers la phase d'idéation. Et là, par un système un peu de réflexion et de post-it par équipe, on les fait déjà travailler sur les actions qui pourraient être mises en place. Et ça peut initier une feuille de route, quoi. J'ai déjà vu des entreprises faire jouer tous leurs salariés en même temps et s'engager directement à mettre en place un référent égalité, des choses qui peuvent être mises en place facilement, s'engager directement. On comprend bien effectivement que c'est un moyen d'impliquer dans cette réflexion globale et pas juste d'avoir un côté descendant du message. Moi, c'est ce que je comprends effectivement de ce que tu nous racontes sur ce type d'atelier, c'est qu'on implique et en même temps on construit avec eux sur ce sujet-là. Alors là, les 1000 pas, c'est un sujet plutôt sur l'égalité homme-femme, donc plutôt un sujet inclusion. C'est quoi les grands autres sujets sur lesquels tu travailles? Parce que ce qu'on disait, c'est que c'est plutôt des jeux sur mesure que vous faites. Donc, quelles sont les demandes que vous avez régulièrement des entreprises et sur lesquelles vous travaillez sur des jeux? Alors, il peut y avoir des sujets de fond. Alors, on travaille beaucoup sur les sujets RSE au sens très large, puisque comme le jeu, comme tu le disais, peut favoriser l'empathie, comprendre un sujet, etc., c'est un super outil. Et aussi, c'est une vraie problématique des entreprises de se demander comment j'embarque tout le monde dans ma stratégie RSE et que ça ne reste pas juste pour une petite partie de la boîte, puisque tout le monde doit agir. Donc ça peut être comment je les embarque dans la stratégie RSE. On fait beaucoup de onboarding, / de recrutement, puisque en fait, on vient nous chercher sur toutes les problématiques des entreprises, toutes les problématiques actuelles, peut-être même un peu quand elles se sentent démunies, quand elles ont testé les outils classiques et qu'elles se disent « il faut que je teste autre chose ». Donc, on peut recruter par le jeu, donc on peut créer des jeux de recrutement. On fait pas mal de onboarding, comment j'accueille au mieux mes salariés, donc pour répondre finalement aux problématiques de comment je les accueille bien, comment je fais en sorte qu'ils restent, et comment je crée un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Donc nous, comme on va aller raconter la bonne histoire, etc., c'est plus impliquant qu'une succession de réunions avec des PowerPoint. Bien sûr. Donc on va déjà les rendre acteurs. Par exemple, pour des entreprises, ça marche pas mal pour des cabinets de conseil. Quand ils recrutent des consultants, les consultants, ils sont tous dispatchés dans des entreprises. Bien sûr. Comment je crée le sentiment d'appartenance? Le jeu va permettre de raconter une histoire et d'accompagner toute cette partie onboarding. Est-ce que tu as le sentiment que le jeu, c'est quelque chose qui fonctionne plus avec une certaine typologie de personnes ou pour le coup, ça arrive à embarquer vraiment n'importe quelle typologie, n'importe quel âge Je crois que ça embarque tout le monde. D'accord. Il y a des boîtes plus ou moins frileuses, j'imagine, mais on a tous été enfants. Donc, en fait, je crois que ça embarque tout le monde. Puis jouer dans le cadre d'une entreprise, c'est pas mal. C'est pas mal, à condition, bien sûr, que ce soit... Il y a tout un sujet... Il y a d'ailleurs eu pas mal d'émissions de radio là-dessus, sur est-ce que jouer en entreprise, c'est mal? Est-ce qu'on manipule les salariés en les faisant jouer? Il y a un sujet là-dessus qui n'est pas un sujet pour nous à partir du moment où c'est au service de quelque chose de positif. Et on fait appel à nous aussi pour créer du lien dans les équipes, pour que les gens se parlent mieux, pour que les gens se parlent bien, pour réfléchir autour de la convivialité. Donc, quand c'est ça, il n'y a rien de dangereux dans le jeu, quoi. Non, mais, a priori. Il ne faudrait pas que les gens prennent trop de plaisir au travail. Attention. Donc, vous êtes, avec ta cofondatrice, une agence donc spécialisée dans les solutions ludiques. Quel est le parcours, justement, quand un client vous contacte? Comment ça se passe? Est-ce que le client arrive juste avec un message à faire passer et vous, derrière, vous allez développer tout votre savoir-faire, ou le client arrive en disant déjà, moi, je sais ce que je veux tel jeu de telle manière? Comment ça se passe? Alors, ça dépend. Le client vient nous voir quand il sait déjà qu'il a une problématique et que le jeu peut répondre à cette problématique. Partant de là, nous, on lui fait remplir un brief. Donc, on a un brief spécial jeu. Et donc là, on va vraiment essayer, nous, de bien comprendre les objectifs. Souvent,
Souvent, la difficulté, c'est que le client est habitué à faire un brief pour une agence classique, mais pas pour une agence qui crée du jeu. Donc, il faut déjà qu'on l'accompagne sur le bon brief. Oui. Et même quand il a une idée, donc parfois ils arrivent avec une idée de jeu, mais on vient souvent la challenger parce que il faut vraiment que la mécanique soit au service du message. Donc, c'est vraiment quel est l'objectif ? Je veux former, je veux sensibiliser, je veux animer mon événement, je veux faire passer tel message. Après, quelles sont les contraintes ? Est-ce que j'ai 5, 10, 50, 500, 1000, 10 000 personnes à former, sensibiliser, etc. D'accord. Est-ce qu'elles sont toutes au même endroit ? Est-ce qu'elles sont toutes dispatchées ? Est-ce que j'ai des contraintes techniques, matérielles, budgétaires, etc. Et en fonction, nous, on va aller vraiment inventer la bonne mécanique. D'accord. Et vraiment, on peut aller faire du digital comme on peut faire du présentiel. Peu importe le matériel, ça peut être un plateau, des cartes, des bâches, une animation, un escape game et klaxoon en ligne, c'est un escape game en ligne. On est libre du format. D'accord. Est-ce que tu as un exemple de projet de jeu et de clients que vous avez accompagnés justement sur une thématique, par exemple d'onboarding, puisqu'on en a parlé tout à l'heure? Eh bien, de onboarding, on avait fait... là, on est en train d'en faire un. On en a fait un il y a quelques années pour la Halle. D'accord. Où là, on l'a fait... c'est un onboarding en plusieurs étapes. Première étape, je découvre l'entreprise et les métiers de l'entreprise. Donc, là, c'était des cartes questions, quiz, découverte des métiers. D'accord. Après, il y avait une deuxième partie sur découvrir comment est organisée l'entreprise. Donc, je dézoome, ce qu'on ne fait jamais dans une boîte, et ce qui est dommage, quoi. Donc, je dézoome comment sont organisés les services, etc., et quel métier dans chaque service. Donc, avec un système de planètes et puis les métiers satellites. Et ensuite, la troisième partie, c'était une chasse au trésor dans les bureaux. D'accord. Dans leurs locaux qui étaient à la fois des bureaux, mais il y avait aussi des studios de production, de vêtements, etc. Ce qui permet en très peu de temps de savoir où est le service RH, où est le service reprographie. Donc, ils avaient une petite enquête à mener avec des choses à aller imprimer, des choses à aller chercher à la cantine, des choses à aller chercher un peu partout. D'accord. Et avec là-dedans aussi des scénarios qui permettent aussi de... On avait un scénario produit pour les participants qui allaient plus vers le produit. Et il y avait un scénario aussi qui s'appelait Mission RSE, je crois, sur les engagements, qui permettait aussi de faire passer ces messages-là. D'accord. Vous avez une réflexion qui est assez complète, comme on peut le voir là. Vous aimez bien accompagner sur différentes étapes. Ce n'est pas forcément qu'un temps et un jeu à un moment donné. Est-ce que tu pourrais, par exemple, nous parler de l'exemple d'Aesio ? Oui, alors à Aesio, on a travaillé avec eux sur le sujet de la convivialité. Et ça s'est fait en plusieurs étapes, aussi liées au Covid, je dois le dire, qui fait qu'il y avait un événement présentiel qui avait été prévu, qui n'a pas eu lieu. Et on a fait d'abord plusieurs étapes en digital. L'idée était de les faire réfléchir, donc de faire de l'idéation sur c'est quoi la convivialité, qu'est-ce qu'on peut mettre en place autour de la convivialité, etc. Mais avant d'arriver à la partie professionnelle et technique de comment concrètement on met la convivialité en place, on leur a fait expérimenter la convivialité. Donc on les a mis par équipe et puis ils avaient des challenges à réaliser comme prendre un café ensemble en visio, je sais pas, faire des gâteaux, faire des choses ensemble pour expérimenter un peu le vivre ensemble et des expériences agréables. Donc on a fait ça en digital, je pense que c'était sur 3 semaines, on avait ces challenges. Après il y avait une remise de prix, donc un côté un peu marrant. Et puis après on les a plus emmenés vers le côté et maintenant c'est quoi la convivialité au sein de l'entreprise, au sein de votre équipe, comment on met des choses en place pour aller vraiment vers quelque chose de plus concret et professionnel. Donc avec effectivement ce pendant d'abord digital et après vraiment présentiel. Oui, d'ailleurs, sur le côté accompagnement, par exemple, il y a quelque temps, j'ai une boîte qui vient me voir en disant voilà, je voudrais faire un jeu sur une toute petite partie de la stratégie RSE. Et moi, je les aide aussi à dézoomer et à dire moi, je veux bien vous faire un jeu sur ce sujet, mais quelle est votre stratégie RSE au global et comment on peut raconter une histoire ludique tout le long pour mettre vraiment tous les sujets sur la table, parce que là, vous allez avoir une action, mais si vous voulez vraiment être pertinent, est-ce qu'on ne doit pas dézoomer et voir comment on vous accompagne sur
tout le déploiement de la stratégie et pas juste une seule action. Oui. C'est ce qu'on disait quand on préparait, c'est qu'il y a aussi une réflexion à mener en se disant ce jeu que vous concevez pour le coup sur mesure, il y a un sujet peut-être à l'élargir au niveau de l'entreprise, à l'élargir aux différents publics aussi, parce que je sais que vous intervenez sur des salons, enfin vous faites des jeux pour plein de sujets. On fait des jeux pour plein de sujets et surtout on aime bien penser l'outil pas pour un one-shot. Donc, si on nous demande un jeu sur un événement, on va tout de suite aller regarder est-ce qu'il peut servir, resservir, dans quel cas, etc. Et parfois, le client, il n'y pense pas. Il se dit j'ai besoin de combler mes 2 heures de mon événement sur tel sujet. Et puis, nous, on va lui dire OK, on va vous créer cet outil, mais est-ce que derrière, il ne peut pas vous servir en onboarding? Est-ce qu'il ne va pas vous servir aussi à faire du team building dans vos équipes? Et puis, on essaye d'aller tirer le fil pour savoir tous les usages de l'outil. Tout à fait. C'est votre rôle aussi d'agence. De conseil, ouais. Parce que vous avez du coup ce côté conseil, accompagnement, conception. Vous gérez aussi la création graphique, la production. Enfin, vous assurez toute la chaîne, a priori, sur les jeux. Oui, c'est ça. Là, c'est vrai que j'ai parlé que de la partie conseil, mais après, effectivement, les étapes de déploiement d'un projet, c'est donc le brief. Une fois que le brief est validé, on va faire de la conception. Et une fois qu'on a validé ce qu'on appelle le document de conception général puis détaillé, il y a une partie rédactionnelle et une partie graphique. Et une fois que ça c'est validé, on part en production. Et la production, ça peut être autant un site internet qu'une appli mobile, qu'un plateau avec des cartes, que des bâches, que des badges. Enfin, après, peu importe le support. On rajoutera pour ceux qui vont nous regarder sur YouTube, on partagera des images des réalisations parce que je trouve que le côté, justement, vous avez dans le graphisme, c'est assez peps, c'est assez joli. Enfin voilà, ça donne envie, en fait, c'est impliquant encore plus. Et puis le fait de toucher un peu des objets, ça apporte une réalité aussi un peu différente que ce côté juste, voilà, on fait une présentation, on a des conversations. Voilà, les ateliers d'intelligence collective, c'est hyper intéressant et je trouve que ça apporte le fait d'avoir un jeu et des cartes ou un plateau ou des choses comme ça. C'est encore plus, je trouve, impliquant pour les participants au final. Comment vous arrivez à trouver la bonne mécanique pour répondre aux beaux messages? C'est quoi le secret? C'est quoi le secret? Je ne sais pas. C'est l'inspiration. C'est l'inspiration. Il se trouve que, comme Isa et moi, on se connaît depuis très longtemps. Quand on crée un jeu ensemble, c'est nos cerveaux d'enfants qui se reconnectent. Donc, il faudrait aller demander à la petite Coralie, à la petite Isa, comment elle est. Non, blague à part, je pense qu'on connaît aussi pas mal de jeux existants. Et donc, très vite, notre cerveau doit être formaté à quelle mécanique, pour quel message. Il y a plusieurs grandes catégories, c'est-à-dire si l'objectif il va être de mémoriser des infos. Typiquement, tous les jeux de hotboarding, là, on est souvent sur des choses très classiques de quiz, etc., pour mémoriser l'info. Comme ça. D'accord. Donc ça, c'est une première typologie de jeu. Par contre, si on veut favoriser l'empathie, puisque le jeu sert quand même vraiment à ça, c'est comment je fais en sorte qu'ils se mettent à la place de quelqu'un d'autre. Donc là, on n'est plus sur du jeu de rôle, donc on va permettre, on va dire, voilà, maintenant tu joues tel rôle, tu es une femme si tu joues aux 1000 pas, mais tu peux être, on a fait des séminaires où les salariés deviennent le comité de direction. Donc maintenant, tu es le comité de direction, pour vraiment comprendre, se mettre à la place de l'autre. Donc tout ce qui est jeu de rôle, ça va être pour favoriser l'empathie et comprendre la situation que vit quelqu'un d'autre. Et voilà. Escape game aussi, tu disais que ça, c'est des choses que vous faites. Qu'on fait, ouais. Qu'on fait de moins en moins. C'est plus la mode. Alors, est-ce qu'il y a des modes, justement? Oui, alors il y a des modes. C'est très marrant. À l'époque, en fait, on nous a demandé... Donc, on a 7 ans. Au début, on nous demandait beaucoup d'escape game parce que c'était le truc du moment, à un point où... Quand on nous demandait à la fin un escape game pour 400 personnes en extérieur, il n'y avait plus grand-chose d'escape game. Enfin, bon. Après, c'est le vocabulaire du jeu aussi, il est très spécifique, donc il faut quand même le connaître. Et alors, en ce moment, la mode, c'est les fresques. D'accord. Voilà. Qui sont pas vraiment un jeu, quoi, qui sont un outil ludique parce qu'il y a des cartes, mais il n'y a pas non plus une vraie mécanique de jeu dans les fresques. Mais en tout cas...
c'est des super bons outils, les fresques, pour comprendre cause-conséquence d'une situation. Donc vous travaillez des fresques, mais vous essayez peut-être de les twister un peu. Là, on a fait des fresques, ouais. On a fait une fresque de la qualité pour un client. D'accord. Ok. Mais c'est très bien pour expliquer les causes et les conséquences. Après, c'est pas un jeu en tant que tel. Oui, c'est vrai. Et je sais que sur les événements, il y a souvent cette question autour du networking qui se pose, parce qu'il y a beaucoup d'événements en présentiel. Heureusement, on est de retour en présentiel. La question du networking, c'est pas juste de mettre des gens ensemble dans une même salle. Malheureusement, aujourd'hui, ça se passe beaucoup comme ça. Et j'ai vu que vous travaillez sur pas mal de sujets sur le networking. Quels sont les types de jeux que vous développez justement sur cette question du networking en événement ? Alors, on a créé un jeu qui, d'ailleurs, celui-ci aussi n'est pas du sur-mesure, mais qu'on utilise très souvent pour résoudre la problématique de « je suis seule avec ma coupe de champagne à un networking ». C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. On fait plein de choses, mais donc il y a ce jeu qu'on a créé qui s'appelle le Talkie Game, qui est en fait, on transforme les participants et participantes en cartes de memory géant. Donc, donc on met un petit badge et il va falloir retrouver sa paire. Donc celui qui a exactement le même badge, sachant qu'on a fait des visuels avec des petits bonhommes de couleurs qui ont des chapeaux, pas de chapeaux, une moustache, pas de moustache, des lunettes, ce qui fait qu'en fait on a une combinaison très large de petits personnages. Et une fois qu'ils se retrouvent par binôme, il y a des cartes conversationnelles pour provoquer la discussion. D'accord. Et ce qui se passe, c'est que vous allez d'abord aller trouver votre binôme, mais après, en un coup de sifflet, au bout de 5 minutes, on peut changer les équipes. On peut dire, maintenant, on met les verts d'un côté, les rouges de l'autre. Donc, ce jeu permet nous, on l'utilise pour de 8 à 100 personnes, il n'y a aucun problème. On utilise cet outil. Puis après, on a fait plein d'autres choses en networking, toujours sur mesure, par exemple, pour un groupe d'entrepreneurs, comment je rencontre l'autre par le dessin. Donc, je vais aller dessiner mon métier au lieu d'aller expliquer mon métier. Et puis après, on va aller se retrouver par dessin. Et il y a plein de choses à faire. Mais c'est vrai que c'est une partie qu'on oublie. Enfin, quand on organise un événement, qu'on délaisse un peu, en tout cas le fond. On va aller travailler le fond des conférences, etc. Mais rares sont les événements qui travaillent vraiment bien leur networking. Ils prévoient le traiteur et ils se disent que ça va humainement se passer tout seul. Or, c'est précieux. Or, plein de gens viennent à un événement pour cette partie networking et elle est souvent pas assez bien tout à fait. exploitée. Exactement. Elle n'est pas accompagnée. Exactement. Donc, en fait, elle a vraiment besoin d'être accompagnée. Tout à fait. Donc, à tous les organisateurs qui nous écoutent, contactez Coralie. Ça sera dans la description de l'épisode, il y aura toutes les informations. Donc, comme ça, tu pourras accompagner et changer les choses pour qu'enfin les gens se parlent et fassent du vrai networking. Et maintenant, sur les gros événements, il y a des systèmes avec les applis, mais moi, je n'ai jamais trouvé que ça marchait bien. Sur les très gros événements, le networking... ça marche. Après, c'est vrai que c'est un peu contre-productif de se dire qu'on a son téléphone dans la main, qui du coup va peut-être un peu nous zapper sur d'autres sujets. Et on n'a pas forcément, effectivement, tendance à aller vers quelqu'un qui a son téléphone parce qu'on se dit, il est occupé à autre chose. Donc, je trouve le côté carte un peu plus ludique à partir du moment où les gens sont prêts à jouer le jeu, que voilà, c'est dans l'environnement et dans l'ambiance de la soirée. Je trouve que ça peut être vraiment très positif. Parce que les gens qui viennent, la plupart du temps en présentiel, c'est surtout pour les rencontres. Et oui. Parce que le contenu, au final, en digital, on l'a aussi. Exact. Donc, on se déplace, c'est pour faire des rencontres. Et si on n'est pas un petit peu accompagné, c'est pas facile de se présenter soi-même, d'aller voir les gens. Voilà, quand on commence à connaître du monde, c'est plus facile. Mais je pense que c'est un vrai sujet d'accompagner sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que je voulais que tu nous en parles un petit peu. Parce qu'il y a des choses à faire. Donc là, on a parlé de networking. Il y a d'autres sujets que vous traitez de manière hyper intéressante. Je sais que vous travaillez aussi avec des associations. Tu me parlais d'Action contre la faim, je crois. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour eux ? Alors, on a fait un premier jeu pour eux sur l'alimentation durable. D'accord. Donc là, c'est vraiment... c'est toute une partie dont je n'ai pas parlé, qui est vraiment créer des outils. Parce qu'on fait certes pas mal d'événementiels, mais nous, on crée les outils, on forme les gens à utiliser notre outil et après on les laisse l'exploiter. Donc
Action contre la faim, on a fait donc un premier jeu sur l'alimentation durable qui a été utilisé sur les grandes places des villes de France, donc à Strasbourg, à Lyon, à Marseille. Donc c'est vraiment pour donner de la matière aux personnes de l'association. Et là, on travaille un deuxième jeu avec eux sur inégalité de genre et problème d'alimentation, parce que les deux sujets sont liés. Donc nous, on vient beaucoup nous chercher sur les sujets d'égalité, aussi parce qu'on nous connaît sur les 1000 pas. Et voilà. Et les deux sujets sont liés, donc on leur crée un nouveau jeu. C'est tout l'intérêt, effectivement, de votre accompagnement qui apporte une vision globale du sujet, de se dire comment on va arriver à développer un jeu qui va fonctionner aussi bien, là, par exemple, sur du grand public, que sur des populations internes, que sur des populations externes, que sur des salons, que... C'est cette approche-là aussi qu'on peut venir chercher chez vous, sur un message clé qu'on a envie de déployer sur tous ces cibles avec un seul potentiellement et même outil. Oui, modulable souvent. Enfin, ce qu'on propose, et notamment c'est ce qu'on est en train de faire avec Action contre la faim, ça va être un jeu modulable qui permet d'avoir un module grand public et après, on va dire un niveau expert pour aller un peu plus loin sur le sujet. Bon. Moi, j'ai très envie qu'on développe des jeux ensemble. Je ne sais pas quoi encore. On va trouver, on va faire des jeux. En tout cas, merci beaucoup, Coralie, pour tout ce que tu nous as livré aujourd'hui. Je finis toujours l'interview par quelques questions un petit peu personnelles. Donc, j'aimerais savoir quel est le jeu qui a marqué ton enfance ? Alors, moi, mon jeu préféré, c'était le Mastermind. Pas très fun, mais finalement... Jeu de réflexion. Jeu de réflexion, ouais. Très bien. Je me souviens, les petites boules de couleur, tout ça. Basique, mais intergénérationnel. Ça marche bien. Et aujourd'hui, quel est le jeu auquel tu joues encore en tant qu'adulte ? Je joue à tous les jeux qu'on me propose. Là, je prends du plaisir à jouer en famille avec mes neveux, notamment. Donc, ils arrivent avec les jeux qu'ils veulent. Là, récemment, on a joué au Mystère de Pékin, qui était un jeu que j'adorais jouer enfant, et c'est super de dépoussiérer le jeu et d'y jouer à nouveau. D'accord. Plutôt quand même jeu de plateau que jeu vidéo. Ouais, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo quand j'étais ado, mais en ce moment, c'est plus le cas. Très bien. Et est-ce qu'il y a un jeu que tu rêverais d'inventer ? Alors, il y a un jeu que j'ai voulu faire sur de l'événementiel. Et si un jour j'arrive à le réaliser, ce serait super, qui répond à la problématique des festivaliers de festivals de musique qui passent leur temps à se chercher. Et envoyer un message, t'es où ? Je suis à gauche, je suis à droite, parce que je l'ai beaucoup, beaucoup vécu. Et j'adorerais faire une bataille navale géante, donc quadrillée devant la scène, les A et les A, B, C, D, E, etc., pour pouvoir faciliter les retrouvailles. Voilà. Okay. Donc j'adorerais vendre ça, je sais pas, à Petit Bateau, je sais pas, une marque un peu de poisson, ou de la berre, voilà. En tout cas, ça, c'est l'opération événementielle que j'aimerais bien monter un jour. Ok. On voit qu'il y a de la créativité, il y a de l'idée. Donc voilà, il y a plein de choses à imaginer. En tout cas, merci beaucoup Coralie d'avoir participé à cet épisode et puis avoir partagé plein de bonnes pratiques. Vous qui nous écoutez, pensez de manière différente. Dites-vous que tout adulte est un enfant qui a grandi et qui a encore cette petite part en lui, qui aime bien jouer, qui aime bien s'impliquer. Jouer dans l'entreprise, ça paraît parfois étonnant, mais a priori, ça peut être très intelligent et c'est une bonne manière d'amener et d'ancrer surtout les messages. Donc jouez, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve très bientôt dans un autre épisode de Live Stories.